vous êtes amis, mais vous avez été adversaires en Nippon Shobu. Qui était le meilleur des deux? On a combattu ensemble, mais moi c'est pas le résultat qui m'intéresse. C'est les points marqués et Thierry il était exceptionnel franchement. Moi je me suis régalé en le combattant et puis en Nippon Shobu il a plus combattu que moi. Il s'est lancé un défi, alors que c'était un moins de 70 kilos, de combattre en toute catégorie en Nippon Shobu où il a fait 2 fois champion d'Europe toutes 4 quoi. Donc vraiment en Nippon Shobu je pense qu'il a été meilleur. Globalement sur l'ensemble des compétitions, ouais, il a fait ça. Ouais, c'était intéressant de me développer, j'ai pas été meilleur. En fait ce que Jacques est en train d'expliquer, c'est que malgré tout en m'entraînant avec des gens comme Jacques, en m'entraînant avec des gens compliqués à l'entraînement équipe de France ou rencontrer des gens, on se prépare à ça. Donc on se dit, tiens, si je suis capable de combattre contre tel partenaire de cette manière, parce que lui c'est un dur combattant, je dois pouvoir le faire ailleurs et contre d'autres. Donc à partir de là, c'est grâce à ça aussi que tu prends confiance en toi. C'est une question de confiance, les Nippon Shobu. Il faut rentrer sur le tatami, il faut être sûr de pouvoir gagner. D'être le meilleur à ce moment-là face à l'autre en face de toi. Et c'est vrai que la stratégie de décision, là, elle est importante. La décision pile poil, parce que c'est beaucoup moins physique qu'un combat sportif, Nippon Shobu. Malgré tout, il y avait un esprit de décision à un moment. Il ne fallait pas traîner. Et si on était sûr de vouloir gagner, il fallait être le plus rapide à prendre cette décision-là. Ce qui m'intéressait, c'était l'aventure du Nippon Shobu. Voilà, c'est de le vivre. Comme nous le racontaient les anciens, comme nous disaient, comme on nous a tellement bassiné avec ces Nippon Shobu, que c'était le karaté réel, que c'était le truc sans protection, que bon, bah voilà, on avait envie de faire le karaté réel comme les anciens, hein, comme ils disaient. Et puis voilà, et puis d'essayer de voir ce que ça donnait main nue. Et c'est vrai que le combat main nue se rapproche aujourd'hui peut-être des méthodes qui se mettent aussi en place, des nouvelles méthodes de combat, je dis bien des méthodes. Et à partir de là, tenter Nippon Shobu, c'était aussi redécouvrir un peu la tradition entre guillemets, et c'est ça qui est marrant parce que aujourd'hui quand on parle de nouvelles méthodes de combat martiales, on dit il n'y a pas de tradition, bah si mon gars, la tradition elle existe dans tout ce que tu fais, les rituels ils existent dans tout ce que tu fais, et ils existaient bien avant que tu sois là en train de faire ça, et tu t'en rends pas compte. On a pris des bons knockouts et des bons KO, ça nous a ramené les pieds sur terre, ça c'est bien. Je pensais l'un et l'autre, on a pris des bonnes trempes en compète et on a bien souvent, beaucoup plus souvent perdu que gagné. Mais on se rappelle que des instants qu'on a gagné. Ça c'est la vie, c'est ça le sport. La première branlée que j'ai prise par un japonais, c'était Nishimura parce que bon, ben voilà, moi j'avais des grands kimonos à l'époque, les Français on avait des grands kimonos très, très grands qui tombaient sur la manche, c'était la mode. Et lui il prenait le kimono, il s'en servait pour te mettre le coup de poing dans la gueule derrière. Donc ben voilà, et donc du coup après j'arrivais et j'avais coupé mes manches en bas et en haut, parce que en haut, comme ça lui évitait de me saisir le kimono. J'essayais d'être en timing avant lui. Et en bas, ça permettait au mec de voir le maigiri. J'aimais bien le maigiri. Donc du coup, il voyait bien le pied rentrer. Si t'as trop le pantalon devant, eh ben on voit pas trop, ça flotte. Si t'as le pantalon coupé, tu vois bien le pied qui rentre et qui frappe l'abdomen. Bon, ça suffisait pas toujours. C'est vrai que l'arbitrage était particulier. Il fallait souvent planter le gars, c'est-à-dire qu'il fallait plutôt le mettre un peu KO pour que les gars te donnent le point. Bon, c'était l'avantage de notre génération, c'est qu'il fallait un peu d'appui sur les coups, il fallait un petit peu appuyer ses coups pour faire comprendre que la technique était comptée. Et toi Jacques, t'avais des petits trucs comme ça, genre oh celui-là c'est un japonais, vaut mieux que je coupe les manches, ou toi c'était dans la tête? T'avais des adversaires phares, toi t'avais Pat McKay quand même, c'était quand même... Ouais, j'avais GA, j'avais des mecs extraordinaires, c'était pas tellement les japonais. Les japonais ils étaient forts dans les petites KT comme lui, il fallait se les faire. Non, moi c'était un petit peu dans les techniques, par exemple j'avais, les gens ne le savent pas trop, mais j'ai beaucoup de problèmes à droite, donc du coup j'arrivais pas trop à faire des très très beaux mawashi, alors j'avais regardé les gars qui faisaient de la boxe thaï, et ils avaient des bons coups de pied, ils tapaient sur les coudes, n'importe quoi, et moi j'avais mis au point des coups de pied au corps, et l'arbitre était un petit peu embêté parce que des fois ça tapait le bras, alors est-ce que c'était le gars qui avait mal bloqué ? Je leur faisais mal. Moi, c'était ça. J'étais plutôt sur... je ne comprenais rien à la compétition. Et j'aimais pas vraiment ça. Moi, ce que j'aimais, c'était plutôt me bagarrer.
Et j'allais en compétition pour tester ma vitesse en réalité. Et puis coup de peau, j'ai réussi à gagner le titre suprême. Mais pendant je sais pas combien d'années, je gagnais pas parce que marquer des points, ça m'intéressait pas, quoi. Voilà. On travaillait l'efficacité du coup, on travaillait au makiwara, on travaillait au sac. On avait des nouvelles méthodes d'entraînement. Au lieu de travailler contre un truc en paille pour s'esquinter les articulations, non, ça on ne le faisait pas, on s'endurcissait pas les articulations. Mais on travaillait sur des sacs, on travaillait à la frappe, on travaillait sur des petites cibles contre les abdos. Donc ça veut dire qu'on travaillait l'impact et on travaillait la précision de l'impact. Et effectivement la vitesse, qui a toujours été un peu ton cheval de bataille, quoi. C'est vrai, travailler le timing et la vitesse, c'était quelque chose d'intéressant, quoi, à cette époque-là. Comment on travaille le timing? Alors, savoir lire l'adversaire, c'est la base de tout, parce que c'est ce qui permet de détecter l'attaque et pas le laisser développer. Donc apprendre à lire le gars, alors le lire c'est bien, mais ne pas hésiter aussi, c'est important. Parce que des fois il y a des gars qui sont très rapides mais ils hésitent. Et il y a des gars qui sont un peu moins rapides mais ils n'hésitent pas, ils sont dans le temps de l'autre. Et donc, quand même, la caractéristique du karaté, c'est beaucoup rentrer dans l'attaque de l'autre. Et donc, souvent, on ne sait pas dire comment on voit dans le regard de l'autre qu'il va attaquer. Mais en réalité, on avait fait une fois des exercices avec Gilbert Goïs, puis on s'apercevait que le regard baisse. Moi, je sais que personnellement, je m'entraînais à fixer des objets, puis je m'apercevais qu'au bout je sais pas, 10 secondes, 15 secondes, mon regard il baissait. Et en fin de compte, on le voit pas, mais on le ressent. Et donc le timing, c'est rentrer coûte que coûte. D'ailleurs, dans les katas, la leçon, c'est d'avancer. Donc aussi, il y avait la méditation, c'est apprendre à être immobile quand l'autre bouge. Mais immobile à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas physiquement. Voilà. Donc moi je sais que personnellement c'était ne pas hésiter et rentrer coûte que coûte. Voilà, alors après, moi j'avais remarqué que souvent le gars il fait une première technique d'approche et c'est la deuxième ou la troisième. Donc quand tu vois la première technique, il faut essayer d'avancer, quoi. Et souvent les gens en réalité dans l'œil on voit tout, je ne sais plus à combien de centièmes un œil il se ferme. Sauf que des fois, on n'a pas la bonne réaction. Donc petit à petit, il y a ce qu'on appelle un réflexe, c'est neurologique. Ton réflexe, c'est de fermer les yeux, de reculer, de faire un truc comme ça. Et l'entraînement, c'est de programmer un automatisme. Donc c'est au moment, bon, comme tu vois tout, normalement, tu recules ou tu fermes les yeux, bah là, tu apprends à regarder et à avancer tout le temps. Parce qu'en réalité, tu vois tout. Enfin, moi, j'avais analysé comme ça, puis j'avais lu plein de trucs là-dessus. Voilà. Il y a des choses qu'on a instinctivement en soi, et on sent qu'on est bon là-dedans, qu'on l'a. Mais après, il faut quand même le perfectionner. Pour le perfectionner, quand tu as quelque chose et que tu continues à perfectionner ce que tu as de meilleur, tu deviens un très bon. Tu deviens vraiment quelqu'un peut-être d'imbattable dans cette technique-là ou dans cette stratégie que tu as employée. Un combattant, c'est quoi? Les anciens, ils disent connais-toi toi-même et puis vaincre ton premier ennemi, c'est toi. C'est un combattant, c'est avoir peur et arriver à vaincre ses peurs et puis aller au charbon, quoi. Tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est courageux alors qu'on a peur, faire un truc qui nous plaît pas, c'est pas de l'inconscience. C'est avoir peur. Un combattant, c'est savoir que tu peux avoir peur aussi et que tu vas surpasser cet instant-là parce que t'as pas le choix. Donc quelquefois on n'a pas le choix et quelquefois au jour d'aujourd'hui on vit dans une société violente, hein, pas la peine de le rappeler, hélas, et c'est vrai que les arts martiaux ont toute leur place. Maintenant, il faut savoir à chacun où est sa place, c'est tout. À partir du moment que tu as décidé de savoir où était ta place et comment tu te sentais pour donner un sens à ta vie par rapport à ton expérience, la société, eh ben, tu vas la subir et tu vas essayer de t'adapter comme un combattant s'adapte. Un combattant de la vie, c'est un gars qui, pour moi, un combattant, c'est le gars qui lutte contre une maladie difficile, qui lutte pour amener sa famille le plus loin possible. On est tous des combattants, on est nés là-dedans. Ce que je voulais rajouter, c'est, bon, quand on dit un combattant, c'est quoi? Quand c'est dans nos sports, dans la partie sportive, c'est quand même assez facile.
Voilà, mais un combattant qui fait vraiment la guerre, des fois le mec il a vraiment pas choisi d'y aller, quoi. Donc c'est un combattant, quoi. Donc c'est dans quel contexte on emploie le mot combattant? Quand on entend des gars dans des clubs, ils nous expliquent qu'ils sont des guerriers, des machins, ou des samouraïs, ils emploient le terme. Dans un dojo, c'est toujours quand même un entraînement difficile, ça peut être très difficile. Mais enfin, c'est quand même pas aussi dangereux que la guerre. Donc on est des combattants, c'est pas relatif, j'en sais rien. Non, Limoges, c'est effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, à l'époque, quand il y avait les combats, on en a déjà parlé, rappelle-toi, où tout le monde est en ligne et que les deux pays s'affrontent face à face avec des lances, avec des armes. Le gars, il savait qu'il allait mourir. Et tu cours et tu vas à la mort. Quand on regarde ça, on se dit, on n'est pas des combattants, nous. Voilà. Les combattants, c'est le gars qui sait qu'il va mourir et qui va combattre quand même. Et il va défendre sa vie. Et là, je sais pas si on parle, c'est l'instinct de survie, mais pour ça, c'est vrai que les grands films racontant ces épopées-là à l'époque, bon, c'est intéressant de voir ça, de revenir en arrière pour s'apercevoir que les réelles valeurs, ils les avaient bien plus que nous, quoi. Aujourd'hui, on découvre à travers des choses qui sont même pas palpables, comme un virus, ce que ça veut dire être combattant. Donc aujourd'hui, tu as plein de gens dans la rue qui gueulent, quoi, parce qu'on leur dit de porter des masques, parce que adapte-toi, mon gars, arrête de gueuler. Respecte une distance, respecte une stratégie qu'on essaye. Maintenant, la stratégie, construis-la toi-même. Voilà, construis-toi ta stratégie pour sortir de ce problème-là et apprends à être combattant. Alors c'est peut-être indirectement, voilà les grandes guerres de l'avenir, tout le monde en parle, hein. C'est pas l'homme, hein. C'est autre chose que l'homme, c'est plus compliqué. Donc est-ce qu'on a les armes en main pour être face à ça? Je ne sais pas. Voilà, faut essayer. Faut y croire en tout cas, faut être optimiste, je pense.